Tout le monde est là? Ok. Donc bienvenue pour cette rencontre placée sous l'intitulé des destins croisés. Nous allons passer un moment avec nos trois auteurs invités et deux autres intervenants qui vont nous accompagner. Alors, je vais commencer à côté de moi avec Valentine Imhoff pour un roman publié aux éditions du Rouergue qui s'appelle Le blues des phalènes, qui est un troisième roman qui nous embarque dans l'Amérique depuis 1917 jusqu'à 1935, hein, c'est ça, avec plusieurs personnages. C'est ce qu'on appelle un roman choral, je crois. Et je ne vous en dis pas plus. On en parlera dans le détail après. Je ne pourrais pas dire le combientième roman c'est. Joseph, 13e. Voilà. Ah, 13e. Qui s'intitule Les corps solides, dans lequel on va suivre une mère et son fils dans des circonstances un peu exceptionnelles, qui vont être embarqués à participer à un jeu dont on va parler plus en détail aussi. Et puis, après Joseph, il y a Jeanne Guyon, qui est avec nous pour parler de ses destins, notamment parce qu'elle est l'éditrice d'Alan Parks, qui est ensuite à côté d'elle, pour ce roman Bobby Mars Forever, qui est le troisième roman d'une série qui se passe à Glasgow et qui est porté par un personnage de flic qui s'appelle Harry McCoy, et qu'on suit sur l'année 1973, chaque roman étant autour d'un mois de l'année. Donc là, vous l'aurez tous déduit, c'est le mois de... Voilà, très bien. Et pour nous accompagner à la traduction, il y a Mathieu qui va nous permettre d'échanger avec Alan. Voilà, donc il y a un petit temps de traduction. Merci beaucoup, Mathieu, pour cet exercice toujours acrobatique. Donc je vais essayer de faire des questions pas trop alambiquées. Voilà. Et j'aimerais qu'on commence à parler de ces destins. Alors le destin dans le polar, c'est un peu la base quand même, parce que tous les personnages ont un destin qui les attend, auquel ils essayent peut-être quelquefois d'échapper, ou en tout cas ils sont marqués par un destin de différentes manières dans vos livres. Et en vous lisant, j'ai eu envie qu'on commence par l'enfance, puisque à différents niveaux dans vos livres, l'enfance a un rôle à jouer. Alors moi, j'ai mon ressenti par rapport à certains de vos personnages, soit que leur enfance à eux est une importance pour ce qu'ils vont devenir justement en tant qu'adultes. Il y a un enfant qui disparaît, il y a des enfants qui vont changer. J'aimerais que vous nous parliez de l'enfance pour vous dans ces livres. Je pense au personnage d'Iowa Kid, par exemple, Valentine. On pourrait commencer par celui-là pour rentrer dans l'histoire, justement pour faire écho à cette question de destin, et qu'on commence peut-être par le destin d'un de ces personnages, puisqu'ils vont tous être bouleversés. On passera ensuite à la période et aux années. C'est pour vous donner quelques indices de vers où je veux vous emmener. On parlera de cette année 1917, mais déjà de ce petit. Ça marche, ils sont branchés, oui, c'est ça. Oui. Donc oui, c'est la première fois en fait que j'ai un personnage d'enfant et qui est apparu un peu comme ça, comme la plupart de mes personnages, sans que je sache réellement d'où il venait. Mais ce jeune garçon qui a 13 ans, hein, quand on le rencontre, est né juste après une conflagration et se retrouve dans une autre conflagration qui est la Grande Dépression aux États-Unis en l'occurrence, et se retrouve donc, quand on le découvre, plutôt solitaire, mais tombant rapidement et rencontrant rapidement un groupe de hobos, et mené par un personnage charismatique qui est Steve, et qui devient une sorte de figure paternelle, puisque ce jeune garçon ne connaît pas son père. Sa mère lui a simplement dit qu'il était le fils de l'explosion, ce qui est une formule un peu étrange, qui lui a toujours paru étrange. Alors, il trouvait préférable d'être le fils de l'explosion que d'être le fils de personne. Et s'est toujours demandé aussi si l'explosion, c'était pourquoi pas le surnom d'un type, ce qui aurait donné une dimension tout à fait particulière à ce père qu'il n'a jamais connu. Et donc ce personnage ce jeune garçon est quelqu'un qui est en rupture de famille, hein, parce qu'il a même quitté, il n'a plus de mère non plus. Il a quitté, enfin du moins il est parti, il a dû partir.
Et il est dans une dérive, en fait, comme la plupart de ses personnages. Et son destin, donc, devient ou épouse désormais, je dirais, celui de cette troupe d'hommes, hein, qui est une rencontre de hasard. Et comme beaucoup, en fait, je dirais, ces personnages sont soumis aux aléas, hein, et puis essayent de faire ce qu'ils peuvent. Et ce que tu disais, lui, sur le destin, donc ce sont des romans noirs, en l'occurrence. Là, c'est un roman noir, il n'y a pas d'enquête policière. Mais je pense que le destin et l'idée au sens tragique du terme, est comme ce destin de la tragédie classique, hein, c'est vraiment ce qui, pour moi, caractérise une partie du roman noir, quoi. Joseph, on pourrait parler un petit peu de Léo, qui est un... Alors je sais pas, ça peut être d'autres personnages, mais en tout cas Léo, moi, m'a parlé de... Il est à une période charnière aussi de sa vie, de cette adolescence où on peut... Oui, c'est ce qui me venait à l'esprit quand elle dit que son personnage a 13 ans. Alors c'est le deuxième roman en fait où je traite de cet âge-là. Il y a un roman un peu plus autobiographique qui s'appelle Une saison en enfance, où je raconte mon arrivée depuis l'Italie en Suisse en 78. Voilà, et c'est dans cet âge charnière entre 12 et 13 ans, environ 12-14. Et Léo aussi, dans mon roman Les corps solides, à cet âge-là. Je crois que c'est un âge vraiment important parce que c'est le passage, on quitte l'enfance et on rentre dans l'adolescence. C'est le moment des premières fois qui s'annonce. C'est un moment, c'est ce qu'on pourrait appeler un peu le coming of age. C'est le roman d'apprentissage. Et nous avons tous traversé ces premières fois. La première fois, on découvre la première fois la mort, peut-être l'amour, la trahison, dans le bon et dans le mauvais. On traversera tous, on a tous traversé ces premières fois, qui sont uniques et qui nous forgent aussi. Et donc dans ce livre, dans Les corps solides, on a cet enfant qui effectivement vit seul avec sa mère, il est orphelin de père, et il est un peu plus âgé que son âge en fait, parce que sa mère l'a énormément responsabilisé. Ils vivent à deux, ils vivent une relation assez forte, pudique, mais d'entraide mutuelle. Et j'ai pensé que cet âge-là était celui de tous les bouleversements. C'est aussi la recherche du rite d'initiation, c'est aussi le passage d'une volonté d'affirmation. Donc je pense que dans un destin, justement, ce moment est charnière. Alors Flannery O'Connor disait que, au fond, tout ce qu'on a vécu de 0 à 5 ans est suffisant pour faire un écrivain. Moi, j'irais en tout cas jusqu'à 14 ans. Alan, peut-être avant même de parler de Harry, vous êtes libre, hein, vous n'êtes pas obligé de répondre à ce que je vous demande, vous faites comme vous voulez, mais peut-être qu'on peut parler aussi d'Alice et aussi de Bobby, puisque ce sont aussi des personnages, Alice étant l'enfant qui disparaît dans le livre, et un autre personnage que l'on découvre aussi, qui est Bobby, qui lui aussi a un destin qu'il essaye de se forger lui-même. C'est-à-dire que son père avait peut-être une idée de son destin, et Bobby a envie de choisir le sien. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce destin à vos yeux? I think the characters you're talking about are kind of, their fate's kind of sealed by their parents, really. They don't have much choice as to what's happened to them. I mean, they both have kind of parents that are not very attentive or not very interested, and that makes Bobby sort of go into himself and become a musician and become very concerned. And for Alice, it's just a case of the opposite. She wanders the streets and, you know, looks for people that are older than her to hang out with and so on. So I think both of them share that it's not quite neglect, but it's slight disinterest of their parents. So they have to kind of make what they can of their own lives, really. Alors, ce qui caractérise ces différents personnages, pour moi, c'est qu'en fait, leur destin, ils sont scellés par leurs parents.
ils ne font pas leur propre choix. C'est des parents qui ne sont pas attentionnés, qui ne s'occupent pas d'eux. Par exemple, Bobby Mars, dans mon roman, veut devenir musicien et son père s'y oppose totalement, il n'en a rien à faire, il ne s'intéresse pas à ça. De la même manière, la jeune Alice passe son temps à errer dans les rues et à regarder des gens plus âgés qu'elle. Alors, je ne parlerai pas de négligence de la part de ces parents-là, mais plutôt d'un désintérêt pour leurs enfants. Et est-ce qu'on pourrait aussi avoir peut-être donc Jeanne ce point de vue sur pas forcément le destin, mais quoique le destin d'un livre pour arriver jusqu'à nous, on pourrait en parler de quel chemin il emprunte, mais ce serait peut-être encore carrément une autre discussion. Mais le regard de l'éditeur sur justement l'intérêt pour ce personnage d'Harry McCoy, parce qu'on parlait justement de cet univers du roman noir, qu'est-ce qui fait que chez Alan il y a justement cette dimension qui vous a intéressé et qui a cette tonalité tout à fait particulière, on en a discuté d'ailleurs un petit peu tout à l'heure, qui caractérise l'univers d'Harry McCoy, qui est donc ce flic qu'on retrouve de roman en roman, qui vous a tenu. En fait, la question du destin, comme l'ont dit les auteurs ici présents, elle est absolument centrale au roman noir, puisque sans destinée tragique, il n'y a pas de roman noir. Et c'est précisément ça qui est vraiment au cœur de cette littérature et qui forcément nous attire. Le fait que des personnages vont se retrouver au sein d'une société avec ces injustices, cette malchance, ce mal qui est présent. C'est vraiment ça dont parle le roman noir. Et donc quand j'ai découvert les romans d'Alan, enfin j'ai découvert déjà le premier, donc Janvier Noir, et que c'est effectivement ça qui m'a attirée, c'est-à-dire ce personnage d'Harry McCoy, qui est un inspecteur de police, qui est donc du, entre guillemets, bon côté de la loi, mais très rapidement, on se rend compte, je ne veux pas trop dévoiler quoi que ce soit, parce que j'espère bien que vous allez tous lire ces livres, mais on se rend compte qu'en fait, ce personnage, il a lui aussi une destinée particulière, parce que il entretient une amitié avec un autre personnage très important qui est également récurrent. On parle évidemment de la saga de l'inspecteur Harry McCoy, donc avec le commissariat où on le retrouve de livre en livre, avec son chef Murray, etc. Évidemment, Alan va vous en parler plus en détail, mais ce personnage de McCoy, il a eu lui aussi une enfance difficile, Alan vous en parlera, et il se trouve que pour des raisons que je ne vais pas dévoiler, il est ami avec l'un des chefs de la pègre de Glasgow, et que vous allez comprendre en lisant que là aussi, la question du destin croisé, elle est on ne peut plus appropriée quand on parle de ces deux personnages. Voilà. Donc ça m'a beaucoup plu, évidemment, cet aller-retour entre le bon côté et le mauvais côté, entre guillemets, de la loi, et qui fait triompher bien au-delà des questions de loi et de justice, des questions d'humanité et de morale. Donc ça, évidemment, ça m'a beaucoup attiré. Un autre élément qui fait le lien entre vos livres, qui sont tout à fait différents, mais qui m'a marqué, c'est la question de l'époque où se situent les livres. Et on sait bien que l'époque dans laquelle on évolue, bon, déjà on n'a pas le choix, hein, forcément, on n'a pas encore trouvé la machine à voyager dans le temps, donc on s'adapte à l'époque dans laquelle on débarque. Mais j'imagine bien que le choix de l'époque dans laquelle vous plongez vos personnages n'est pas anodine. Donc je voulais avoir votre regard aussi sur la période que vous avez choisie les uns et les autres pour situer votre histoire, puisque on a l'année 73 pour Alan, on a cette période qui n'est pas nommée pour les corps solides, on sait juste qu'on est plus ou moins aujourd'hui, mais avec une légère anticipation a priori qu'on devine pour ce qui arrive à Anna et Léo. Et bon, Valentine, je l'ai déjà dit, c'est de 1917 à 1935, qui est une période pour l'Amérique où il se passe plein de choses différentes. Mais voilà, pourquoi ces périodes-là pour les uns et les autres?
L'ordre, soit on se refait le... Alors moi je pense qu'on a trouvé la machine à voyager dans le temps, c'est écrire. Grâce à l'écriture, on peut voyager dans le temps. Alors en ce qui me concerne, oui, on est aujourd'hui avec peut-être une légère anticipation sur notamment par rapport à un personnage du livre qui pourrait nous faire penser qu'on est dans 4 ans, 5 ans, voilà, bien qu'il ne corresponde pas à un profil qu'on puisse connaître, mais j'en dirai pas plus. Mais on est aujourd'hui, en gros. Et pour moi, cette histoire, elle devait avoir place aujourd'hui parce que je pense que j'aurais pu la situer dans les années 30 aux États-Unis. Mais je connais mieux mon époque que celle des années 30, donc je l'ai située là. Pourquoi je parle des années 30 aux États-Unis? Parce que mes personnages vont être mis à contribution dans un jeu absurde où il s'agit, parce que donc ils ont des besoins d'argent, ils s'inscrivent, le fils Léo va inscrire sa mère à un jeu de télé-réalité où il s'agit de toucher une voiture. Donc il y a 20 concurrents autour d'un gros pick-up 4x4, ils touchent la voiture, le dernier qui lâche la main gagne la voiture de 50 000 €. Pourquoi je parle des années 30? Parce qu'aux États-Unis, après le grand krach boursier, on a assisté dans les années qui ont suivi à plein de jeux absolument stupides où on jouait avec la pauvreté des gens et on jouait sur l'indignité du besoin des gens et sur l'humiliation. Le plus connu étant On achève bien les chevaux avec les marathons de danse, hein, Horace McCoy qui a écrit ce livre. Et puis il y avait des jeux où, par exemple, vous aviez des grands poteaux comme ça, puis des gens s'accrochaient dessus, le dernier qui lâchait avait gagné. Enfin, toutes des choses qui sont de l'ordre de l'humiliation, où on joue sur le besoin d'argent des gens, finalement. Et donc là, d'où la légère anticipation, un petit peu, dans une période de crise qui s'accumule, au pluriel, ces crises. Je me suis dit que, tiens, on pourrait envisager, et on commence à le voir aussi, hein, de jeux de plus en plus stupides, ou bien le fait simplement d'ouvrir toujours ces jeux de paris à de plus en plus de gens, etc., pour attirer, bien entendu, il y a des gens qui tirent les ficelles derrière et qui vont se faire soit de la publicité. Là, il s'agit de relancer l'industrie automobile en France. Et on va utiliser des gens comme ça, un peu comme cobayes, pour voir qu'est-ce qui se passe. Et on est dans un rapport de voyeurisme et on ne sait pas trop si c'est le jeu qui provoque l'envie de regarder ces gens se débattre avec eux-mêmes et contre les autres, parce que c'est un combat pour la vie, c'est une lutte pour la survie, ou alors si c'est les gens qui ont ce désir de voir des gens dans une situation pire que la leur. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai situé ce jeu à cette époque, avec une référence très claire à la crise, la période que tu traites, Valentine, des États-Unis. Et avec ça, je vais te passer le micro. On va pouvoir remonter le temps, on va continuer à remonter, donc on va aller à Glasgow 73 maintenant, on va partir à l'envers. Un ordre logique. I was 10 years old in 1973, and I was the kind of horrible child who sat on the edge of adult company and kept my ears open and listened into the conversation and saw what they were talking about, what they were drinking, what they were doing. And I think when you're that age, just before you become an adolescent and you become completely self-obsessed, you take a lot in. So at that time also, we lived in a village, and most nights we would go to Glasgow to visit my cousins or my aunties or my gran or whatever. And they lived in big housing estates in the north of the city. And compared to the village, it was very exciting. You know, there was lots of dogs and kids and drunk people and mad people. And I just thought it was fantastic. So that time is still particularly vivid to me. So when I started to write about Glasgow, which I wanted to do, I thought that would be the best time to write about, because it's still a time I think is really interesting about what was happening in the city. And for me personally, it's a time I remember very well. So that's kind of why it ended up in 1973. Alors en 1973, j'avais 10 ans. Oui.
En 1973, j'avais 10 ans. Et j'étais un enfant plutôt horrible. J'étais toujours assis à côté des adultes, et j'étais toujours en train d'écouter ce qu'ils disaient, de regarder ce qu'ils pouvaient boire. Et en fait, pour moi, c'est une période très intéressante parce que c'est juste avant l'adolescence, et c'est une période avant laquelle on n'est pas en fait auto-centré comme on peut l'être à l'adolescence, où on pense qu'à soi. Et à cette époque-là, j'habitais dans un petit village, et souvent le soir, on allait voir de la famille qui habitait à Glasgow. Et en fait, lorsqu'on allait à Glasgow, pour moi, par rapport à mon village, c'était vraiment quelque chose de tout à fait fantastique. Il y avait des chiens partout, des enfants, des gens à moitié fous, des gens ivres dans les rues. Pour moi, c'était vraiment fantastique. Et j'ai toujours une image très vive, un souvenir très vif de ce que j'ai pu vivre à cette époque-là. Et donc c'est pour ça que pour moi, l'année 1973 était vraiment la meilleure période pour situer l'action de mon livre. Et de plus, personnellement, je me souviens vraiment de manière très précise de tout ce qui s'est passé à cette époque-là. Et donc nous arrivons... Cette période, 1917-1935, qui est à peu près ce que couvre le livre. Alors pourquoi cette époque ? Déjà, c'est une époque quand même extrêmement riche à tous les niveaux, hein, riche culturellement, littérairement, et riche en drames, partout, hein. Alors c'est une période qui m'a toujours intéressée de différentes manières, dans mes lectures, dans mes recherches. Et aussi, j'avais envie, avant même de commencer cette histoire, donc c'était vraiment la première décision arbitraire qui a été posée, c'était cette fourchette temporelle. Et je voulais surtout, moi, me déconnecter, donc repartir finalement un siècle en arrière par rapport à notre actualité. Et je voulais me déconnecter de cette actualité qui me rend la plupart du temps malade. Et quitte à en retrouver une qui était pas plus joyeuse, et au contraire, et dans laquelle on trouve à un siècle d'intervalle vraiment des grandes lignes et des similitudes qui nous montrent, et ça on le sait tous, hein, mais que l'histoire finalement a tendance à bégayer, à se répéter, et que les hommes ne changent pas vraiment. Et on avait déjà donc dans ces années 20 et 30 des prémices de catastrophes qui éclatent maintenant, mais qui étaient déjà observables, qui étaient déjà comprises, mais on a continué à avancer droit dans le mur, hein, et un mur qui se profile de plus en plus proche et de plus en plus rapidement. Et donc pourquoi ces années-là ? Parce que voilà, donc c'est une période qui peut être connue, battue, rebattue, cette crise, notamment la Grande Dépression, mais c'était aussi l'idée de trouver et d'évoquer cette époque-là de manière assez impressionniste, hein, donc c'est vraiment pas, on peut pas embrasser et englober des événements d'une aussi grande ampleur. Donc choisir vraiment des destins individuels ciblés et trouver des angles morts un peu, donc des événements de ces années-là qui ne soient pas forcément les plus connus. D'où cette explosion du port de Halifax en 1917, qui est un événement majeur, je dirais, de la Grande Guerre, mais qui en Europe a été très peu documenté et très peu commenté. Et puis après, donc, au sein de ces années 20 et surtout au début des années 30, trouver vraiment des événements, moi, qui m'ont intéressé, comme l'organisation de la foire universelle, l'Expo universelle de Chicago en 1933. Donc 1933 en Europe, hein, on a des jalons, hein, c'est l'accession de Hitler au pouvoir, c'est les 10 ans aussi de la marche sur Rome, Mussolini. Mais donc aux États-Unis, on a aussi un mouvement fasciste naissant, et qui s'inspire bien sûr des grands frères européens. Et donc cette foire de 1933, qui commémore les 100 ans de la fondation de Chicago, a été l'occasion notamment d'une visite du ministre de l'Air de Mussolini, qui a accueilli vraiment en grande pompe. C'était l'occasion également du vol d'un Zeppelin, donc qui a fait une tournée assez triomphale aux États-Unis. Et donc voilà, de ces moments un peu charnières aussi, traités, ou qu'on connaît moins en Europe probablement, ou aussi dans la politique de Roosevelt, donc tous ces plans pour remédier à la misère, ou du moins pour essayer de pallier, hein, ce qu'il y avait de plus criant. Bon, il y a des choses aussi qui ont été assez atroces pendant ces époques-là, et notamment, par exemple, hein, la réduction du cheptel Navajo, qui est vraiment aussi une niche historique, mais qui moi me semblait, qui m'a intéressé tout simplement. Donc j'ai voulu parcourir ces années-là,
mais à travers certains événements très ponctuels et vécus, hein, donc par des personnages distincts, et ce qui permet d'avoir un autre tableau de cette période souvent atroce. Ouais. Alors après les personnages et les époques, il y a bien entendu un troisième élément qui dans la littérature est incontournable, et d'autant plus dans le roman noir, ce sont les lieux. Le roman noir fonctionne aussi beaucoup avec des villes, des lieux qui sont très caractérisés, et c'est aussi un peu une tarte à la crème ce que je vais dire, mais bien entendu qu'on sait que l'endroit où on vit influe sur le destin que l'on a, et qu'on est tous le produit des lieux qu'on habite, et c'est aussi particulièrement marquant et assez important dans vos différents romans. Donc là aussi j'aimerais qu'on s'attarde là-dessus, peut-être en renvoyant la balle vers Glasgow, puisque c'est une ville, bien entendu. Alors, on n'écrit peut-être jamais mieux que sur la ville dans laquelle on habite, quoique on pourra renvoyer la question à Valentine, qui n'écrit pas du tout sur le lieu où elle vit. Donc, finalement, ça n'est pas si évident. Ce choix de Glasgow, est-ce que de la même manière que 73, c'est parce que ça vous rappelle vos 10 ans, et voilà, et Glasgow, c'est aussi votre ville. C'est une ville romanesque. Probably a bit of everything, really. But Glasgow in 1973, like a lot of large industrial cities, was in a kind of state of collapse. The traditional heavy industry had fallen apart. The sort of inner city housing that poorer people lived in had been knocked down, and they'd been put out to the peripheries. So the centre of the city was actually kind of weird. It was half knocked down. It was filthy. I mean, it was black. Every building was black with soot, and I think when cities are in that time of flux, when they're changing, it's quite interesting, because that's when odd things can happen. And by about 83, 84, it had kind of reimagined itself as a European capital and started getting tourists and things. But in the mid-70s, it was a sort of standing joke in the UK that you would never go to Glasgow or you would get your face slashed, which was not quite true. But so I think it was that idea that things were up for grabs and things could shift was why Glasgow at that time was particularly interesting, I think. En fait, il y a plusieurs choses qui m'ont intéressé avec ce choix de Glasgow. Alors c'est vrai qu'à l'époque, dans les années 70, elle avait un peu le destin de toutes ces grandes villes industrielles. C'était la chute des industries, et c'est vrai que en fait, Glasgow était en train de s'effondrer, notamment une très forte partie de la population était pauvre. La moitié de la ville en fait était ravagée. Tous les bâtiments étaient noirs de suie, et c'est vrai que c'était cette période-là qui m'intéressait en particulier. Je pourrais l'opposer par exemple au début des années 80, 82, 83, où Glasgow à ce moment-là est devenue comme toute capitale européenne. Et c'est vrai que dans les années 70, il y avait une blague qui courait dans tout le Royaume-Uni, c'est que si on allait à Glasgow, on allait se retrouver avec un coup de couteau sur le visage par exemple, ou quelque chose comme ça. Et donc c'est pour ça que moi j'ai voulu me concentrer sur cette ville-là et à cette époque-là. Jeanne, j'ai envie de demander, je ne sais pas si on peut s'attarder un petit moment sur notamment cette couverture qui est assez, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce qu'on se dit que c'est Glasgow ou pas, cette scène capturée? J'ai la réponse, c'est une mais photo de Raymond Depardon. Voilà, donc qui illustre et qui est donc vraiment une photo de Glasgow. Je ne sais pas quelle était la photo du livre en version originale, mais en tout cas, celle-là donne une sacrée tonalité au roman. Yeah. Yeah. Oh God, you're asking me now. It's probably just him standing there looking dark. I think this is every single crime book in the UK. They're all exactly the same. It's always a man in shadow sort of looking, and you can't really see what's happening. But that picture is Possil, which is a fairly rough bit of Glasgow, but it looks quite nice there. But I think these Raymond Depardon pictures are fantastic. They're really amazing, and I think he only shot in Glasgow for 2 or 3 days, and he managed to get
an enormous amount of incredible pictures. So, I mean, he's got a book called Glasgow, which has got them all in it. And it's, if you ever see it, you should have a look. It's an amazing book. So I think they do work really well with the insides, with the book itself. So no, it's a good thing. Alors pour la version originale du livre, non, c'est un peu comme toutes les couvertures des livres de romans noirs anglais. On voit un homme dans une rue sombre, voilà, donc c'était ça qu'il y avait pour la version originale. Et cette photo, donc prise par Raymond Nopardon, a été prise dans un quartier de Glasgow bien particulier, et c'est vrai qu'il a publié un livre dans lequel on peut trouver toutes les photos qu'il a pu prendre sur 2-3 jours, et il a fait vraiment des photos qui arrivent à prendre l'atmosphère de la ville. Joseph, le bord de mer, donc à la fois l'époque n'est pas située, mais on est en bord de mer, et je n'ai pas non plus souvenir qu'une indication géographique soit donnée. Alors après, le lecteur projette son bord de mer peut-être qu'il a envie de voir, mais ça se situe dans votre esprit à un endroit particulier, ça a un sens. Alors, il y a le surf joue un grand rôle, donc forcément, il fallait que ça se passe au bord de la mer. Et il y a peut-être un deuxième lieu qui est plus resserré, qui est aussi le lieu du défi, finalement, qui forme un espace de vie à part entière, puisque dans ce concours, où il faut tenir cette voiture, il y a un podium qui est finalement un espace aussi, un décor. Oui. Ben, je crois que les micros sont... Ah voilà, là il revient. Oui, alors moi de façon générale, je pense qu'effectivement le lien entre personnage et lieu est fondamental. Il y a des lieux plus porteurs que d'autres, mais vous pouvez aussi imaginer 4 personnages qui décident de faire une balade en canoë. Et puis pendant 3 jours, puis ça donne délivrance dans un lieu de nature, voilà. Donc, mais après effectivement, je fais juste un petit aparté. Mon précédent roman, qui s'appelle La soustraction des possibles, se passe en grande partie à Genève à la fin des années 80. Et par exemple, effectivement, vous avez un vrai problème, notamment avec la Suisse, où j'habite, c'est que vous pouvez pas, par exemple, faire du Ken Loach à Genève, c'est impossible. Donc vous avez des lieux qui conditionnent aussi ce que vous allez raconter. Il faut qu'il y ait, et encore, c'est encore plus flagrant dans le cinéma. Et je me permets juste de faire cette petite anecdote, vu que Alain Tanner, ce cinéaste suisse, est décédé il y a une semaine. Il disait, quand vous êtes aux États-Unis, il y a un type qui arrive à la station d'essence, un type louche, qui arrive avec sa voiture à une station d'essence, il descend de la bagnole, vous dites il va braquer l'essence, enfin la station-service. Quand il y a un type qui arrive à une station-service en Suisse, vous dites il va payer son essence, quoi. Donc voilà, vous perdez tout. Donc il y a mais heureusement, on a les personnages. Mais bien sûr, ces personnages, si vous êtes dans une littérature du vraisemblable ou du réel, il faut qu'ils soient ancrés quelque part. Alors, pour ce qui est de ce roman, c'était pas pour vous faire plaisir, mais c'est vrai que ça se passe pour moi, je le nomme pas, mais dans la zone de Lacanau et le Porge. Donc, il se trouve que c'est dans cette région-là que la chose se passe. Pourquoi ? Parce que c'est un endroit que je connais bien. J'ai quand même vécu 4 ans à Bordeaux. C'est un endroit dans lequel je vais tous les ans passer 1 mois et faire du surf, justement, dans ce mobil-home qui est celui d'Anna, finalement, et de Léo, de mes personnages. Et alors, pourquoi ? C'est un lieu un peu reculé. Il y a cette philosophie de vivre en marge, avec pas beaucoup, mais dignement. Et sauf que parfois, même en voulant vivre avec un pas de côté, à côté du monde, le monde vous rattrape. Et c'est ça un petit peu leur grand malheur, c'est que ils n'arrivent pas à s'extraire, on ne peut jamais s'extraire complètement du monde, et il y a toujours quelque chose qui potentiellement peut vous rattraper, même quand vous essayez de vous en extraire et de sortir du jeu, en fait, d'un certain rythme ou d'une certaine économie, une façon de voir les choses ou le monde. Donc pour eux, c'est vraiment quelque chose qui vient les attraper. J'ai l'impression qu'on vit une époque où effectivement il est toujours plus difficile, sauf toi qui vis à Saint-Pierre-et-Miquelon, et donc t'es bien loin de tout, mais c'est très difficile de s'extraire du monde. Et voilà. Et donc où se passe le jeu, j'ai imaginé que c'était je la nomme pas, mais ça pourrait être une sorte de Lacanau, mais j'aime bien aussi laisser l'imagination
aller au-delà d'un lieu bien précis, en l'occurrence pour ce roman, parce que j'avais imaginé que ce jeu, qui est filmé par la télévision 24 heures sur 24, etc., mais doit avoir lieu dans un lieu à la fois populaire, pas trop BCBG, pas trop chic, qui en même temps, on est proche du 14 juillet, parce que c'est pas un hasard si on organise ce jeu à cette période-là de l'année, et donc quelque chose qui soit à la fois populaire, festif, comme une sorte de kermesse qui cache quelque chose d'assez terrible en réalité dans la manipulation. Et puis il y avait cette idée aussi d'avoir ces gens immobiles autour d'une voiture. C'est aussi le grand défi de ce roman, c'est de rendre cette deuxième partie dynamique alors que personne ne bouge, face à l'océan, face à ces espaces infinis, face à ce mouvement perpétuel de la mer. Et ce qui rend, sous un chapiteau de ce genre-là en plus, la torture encore plus terrible, parce que ça devient une torture. D'ailleurs, même les organisateurs eux-mêmes ne savent pas combien de jours les gens vont tenir. Et il faut savoir que ce jeu a réellement existé au Texas en 1990. Un concessionnaire Nissan va organiser ce jeu. Il y a eu un petit documentaire qui a été fait que je n'ai pas regardé pour ne pas me polluer l'esprit par rapport. Et ça a réellement duré plusieurs jours. Donc vous arrivez à un épuisement. Alors il y a des gens qui vont venir vous apporter à manger, à boire. Vous avez juste 2 moments dans la journée où vous pouvez aller aux toilettes. Mais c'est quelque chose de terrible. Essayez juste tout à l'heure, quand vous allez vers votre voiture, de rester une demi-heure appuyé. Et maintenant, à Vieux-Boucau, il y aura tout plein de gens qui restent appuyés à côté de leur voiture. Et vous verrez comme ça devient rapidement insupportable. Vous avez envie de bouger, vous avez envie et puis vous êtes vous-même volontairement prisonnier parce que vous avez décidé d'appuyer votre main. En plus, personne ne vous oblige à le faire. Voilà. Donc, voilà, je sors un petit peu de la thématique du lieu, mais... Harry Cruz qui imagine dans son roman Car, pire encore, que le type doit manger sa voiture entièrement. Donc en fait, il mange par petits morceaux une Ford dans son intégralité. Évidemment, inutile de vous dire que voilà, ça finit pas forcément très très bien. Alors j'en profite, Harry Cruz, lisez-le si vous ne le connaissez pas, c'est un des grands maîtres du roman noir en absolu. Hein. Oui, la voiture, effectivement, dans le roman noir, voilà, c'est un élément incontournable. Valentine, justement, donc, et ne surtout pas écrire sur Saint-Pierre. Sur Saint-Pierre. Ouais. C'est délicat, oui. Donc c'est une toute petite communauté. Hein, vous avez une idée d'où ça se situe. En Islande, ils ont fait plein de crimes pour faire Islande, du polar nordique. Oui, c'est vrai. Non, mais là, vraiment, se poserait probablement la question de la réception, et on m'attendrait au tournant sur tout ce que je pourrais dire sur Saint-Pierre. Ce qui quelque part me gênerait. Moi, j'ai pas envie j'ai envie d'écrire vraiment ce que je veux, comme je veux, hein, et pas envie de me poser la question de la réception éventuelle de mes textes, surtout pas pendant que j'écris en fait. Et je sais qu'il y a une grande susceptibilité à Saint-Pierre. Bon, ça fait 22 ans que j'y réside, hein, et j'y suis très bien. Puis j'ai pas envie de raconter tout et n'importe quoi. Mais il y a aussi, en termes de dramaturgie, il y a des histoires, il y a une histoire qui sont passionnantes et qui pourraient vraiment faire l'objet de romans. Et je m'y attellerai probablement, mais un jour quand j'en serai parti. Non mais c'est vrai, et avec une certaine distance aussi, parce que j'y suis tellement et tellement plongé, et que finalement je n'ai pas la vue très très claire sur Saint-Pierre, donc j'écrirai peut-être pas quelque chose de très intéressant, et avec cette prise de distance future, peut-être qu'il en sortira quelque chose. Parce que oui, non, il y a une susceptibilité qui a été alimentée par des années et des années de mauvais scénarios, de mauvaises dramatiques télé, policières, où on menace les flics qui font des bavures de les envoyer en punition à Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est le genre de trucs qu'on trouve encore dans pas mal de romans de polars français. Hein. Arrête tes conneries, tu vas finir à Saint-Pierre-et-Miquelon. Et du coup, vraiment, alors les gens écrivent à France Télévisions, au service des fictions, pour leur dire mais ça suffit quand même. Donc voilà, il y a quand même cette chose-là. Et la représentation de Saint-Pierre, très très longtemps, hein, sont une île froide, une île couverte de brume, grise, où il n'y a rien à faire, où les gens sont consanguins, ou plein de trucs, enfin bon, des trucs horribles. Et donc cette image-là, voilà, elle perdure. Donc c'est même pas la peine, je dirais, même de penser écrire un roman sur ce fond brumeux avec des consanguins. Enfin, c'est pas... Il y aurait rien de nouveau, hein, donc il faut trouver vraiment un autre angle. Et donc
Je m'y mettrai, hein, mais pas tout de suite. Et donc, au contraire, hein, et pour m'évader aussi, moi, de cette petite communauté, Rikiki, j'ai écrit ce roman à l'automne 2020, donc on était en confiné, on va dire ça comme ça. D'autant plus confiné qu'à Saint-Pierre, il n'y a pas de vol direct, donc il faut transiter par le Canada, et les frontières canadiennes étaient fermées, donc voilà, on était vraiment littéralement coincés sur l'île. Et donc j'ai eu besoin, moi, visiblement, enfin j'explique ça rétrospectivement aussi, mais j'ai eu besoin de me barrer un peu dans toutes les directions, et donc ce qui me permet d'arpenter littéralement l'Amérique du Nord, du Canada à la côte ouest des États-Unis, dans ce roman où les personnages ont des trajectoires qui les mènent vraiment un peu partout. Et dans des contextes urbains, donc comme Chicago ou New York, ou dans des contextes complètement désertiques, des villages fantômes, des endroits abandonnés. Voilà. Donc voilà, beaucoup de lieux, hein, dans ce roman-là, et l'unité de lieu de Saint-Pierre serait passionnante, hein, et bon, enfin, Olivier Norek vient de faire un truc qui s'appelle Les Brumes de Kaplan. Voilà, il a utilisé la brume, donc ça c'est mort aussi, hein, c'est pas la peine. Il ne me reste même plus cette brume qui est fascinante, effectivement. Et voilà, mais il y aura moyen d'écrire sur Saint-Pierre-et-Miquelon, parce que c'est vraiment un lieu incroyable et improbable aussi. Ouais. La remarque de Jeanne sur Harry Cruz me faisait penser au Harry de la littérature, et notamment quelquefois le patronage des grands noms du roman noir sous lesquels on peut se placer. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui a un sens ou pas pour vous quand vous êtes sur les noms de vos personnages. Quand vous pensez à la façon dont vous allez les nommer, mais Harry McCoy, cet inspecteur Harry, alors inspecteur Harry, ça sonne forcément, enfin je ne sais pas vous, hein, ça dépend peut-être des générations, cet inspecteur Harry forcément incarné par Clint Eastwood. Je pense à Harry Bosch aussi, par exemple. Cet Harry-là, vous prenez un calendrier, vous choisissez un prénom, ou à quoi il était destiné finalement avec ce prénom et ce nom? Harry is called Harry because when I was young, I had an uncle Harry who had great hair. So I always liked him. So he just became Harry. But it's not conscious. I mean, I wish I hadn't called his sidekick Watson, which is like, Sherlock Holmes, which I didn't realise till about the third book. But names... No, I don't try and sort of put across meaning by people's name. I don't. It's another whole can of worms I can't be dealing with. But I just pick them out the newspaper, or people who are in my primary school. I can remember their names, so they kind of come from everywhere. But the editor in the UK, apparently I call everyone Paul. There's about 10 Pauls in each bloody book, so he's like, no more Pauls, so you have to get them out. So yeah, I'm not very. I don't think about it that much, I have to be honest, yeah. Alors pour le choix du prénom Harry pour mon personnage principal, en fait ça vient juste... quand j'étais jeune, j'avais un nom que j'aimais bien, en fait il s'appelait Harry, et donc voilà, c'est juste pour ça. Ensuite pour son acolyte Watson, en fait au moment où je lui ai donné ce nom-là, j'ai même pas réalisé que ça faisait référence à Sherlock Holmes, je m'en suis aperçu plus tard. Oui, et son surnom, ouais, voilà, c'est souvent Watty. Ouais. Oui, on le sait, hein, c'est vrai. Ouais. Oui, on l'appelle uniquement Watson quand il se retrouve dans de mauvais draps, en fait. Et donc, voilà, la plupart du temps, les noms, je les trouve dans le journal. Ça peut venir d'un peu partout, en fait. La seule chose, c'est que mon éditeur, enfin, en tout cas, les éditeurs anglo-saxons ont souvent dit qu'il fallait pas, il fallait arrêter de choisir Paul comme prénom, parce qu'il y en avait trop dans les romans. Donc, à chaque fois qu'on choisit un Paul, on me demande de changer de prénom. Harry Potter, oui, j'avais pas pensé à Harry Potter. On doit pouvoir en trouver d'autres si on commence à énumérer dans la littérature et les noms des auteurs. Joseph, moi je voulais qu'on parle notamment sur ce livre du choix du titre, qui n'a rien à voir avec le destin, mais encore que quelquefois le titre d'un livre peut peut-être lui donner un destin particulier, mais qui a par contre qui prend un relief tout particulier à la lecture. C'est très important, les titres des livres, moi je les trouvais particulièrement beaux au fur et à mesure que je le voyais prendre tout son sens en fait en lisant le livre, parce qu'il y a
il y a cette femme énigmatique, cette présidente qui s'appelle la reine des abeilles et qui regarde le corps de son assistante. Il y a le corps de la maman aussi. Ce sont eux, ces corps solides. Qu'est-ce que... Alors, c'est vrai que le titre, pour moi, c'est presque l'incipit du livre parfois. Hein. C'est peut-être la première phrase du livre, le titre. C'est pour ça que quand on part avec un titre et puis tout d'un coup on s'aperçoit qu'il existe déjà, c'est vraiment terrible. Et si vous êtes avec un livre où vous avez ce titre et le livre est fini, et puis du moment que votre éditeur le prend, mais il va vérifier tout ça, puis il dit ah, mais il y a 10 ans, il y a un bouquin qui est sorti qui s'appelait... C'est vraiment terrible. C'est comme si vous aviez choisi le prénom de votre enfant, puis que le jour où il naît, il faut le changer. Donc c'est quelque chose... Alors, quand il y a la chance, en général, j'ai jusqu'à présent plutôt de la chance. Les titres, j'ai pu les garder la plupart du temps. Et oui, alors effectivement, les corps solides, c'est le corps solide de l'objet physique, les corps solides en physique, et puis le corps solide, le corps humain qui résiste, parce que c'est un livre sur la résistance. Est-ce que c'est la voiture qui touche l'individu ou c'est l'individu qui touche la voiture? Il y a le contact entre la peau et la tôle. D'ailleurs, la première partie du livre ça s'appelle le règne animal, la deuxième partie le règne minéral et la troisième partie le règne végétal. Par exemple, toute la deuxième partie, chaque tête de chapitre porte le nom d'une composante de la voiture, l'aluminium, le plastique, la tôle, le fer, etc. Donc il y a vraiment cette idée de la physicalité qui est quelque chose qui est toujours présent dans mes romans, le corps éprouvé face à la douleur, face à l'élément du combat. Et puis c'est ce corps qui résiste. Et puis en plus, ce corps qui résiste parce que c'est un roman finalement sur la dignité. Et il y a cet élément aussi sous-jacent du surf qui n'est pas l'histoire principale, mais qui a son rôle à jouer. Parce que j'ai toujours pensé que les 3 étapes du surf sont un peu comme les étapes qu'on a tous, nous, adultes. On commence, on est par terre, on rampe par terre, après on se met à 4 pattes, puis finalement on se lève. Et finalement, quand Anna dit à son fils, il faut que tu restes debout dans la vie, c'est comme rester debout sur une planche de surf. Donc il y a cette idée de convergence d'une forme de résistance. Pour rester justement sur ces... Oui. Maître du temps, je vous vois. Sur ces titres et l'écriture aussi, qui est un élément tellement important dans le livre. Valentine, s'il y a bien une particularité dans ce livre comparé aux 2 précédents, c'est sa structure qui est, il semble évident, en lien avec l'explosion initiale, qui est cette explosion donc à Halifax, qui va bouleverser déjà la ville et puis les personnages. Il y avait un vrai lien et une difficulté, j'imagine, à construire cette explosion, puisqu'on est quand même dans une narration avec une temporalité et des personnages multiples qui doit être compliqué à maîtriser. Alors, je me suis comme dans les précédents, mais de manière différente, mais je ne me pose pas la question de la construction, ou du moins pas de manière anticipée. Donc le roman se construit au fil de son écriture. Et celui-ci, donc comme je vous le disais tout à l'heure, vu l'ampleur de ce qu'il y avait à embrasser, à saisir, il était évident que je n'allais pas faire du cursif, c'était pas possible. Donc l'idée était de produire initialement, enfin quand il y en a une, quand il y a quelque chose qui a commencé à se formaliser, c'est vraiment de proposer des instantanés. Donc des instantanés dans lesquels on s'installe quand même suffisamment pour comprendre bien sûr certains enjeux. Mais cette structure qui est mimétique d'une explosion et qui place l'explosion elle-même au centre du livre m'a semblé une forme d'évidence et m'a semblé cohérente avec le propos. Et l'éclatement de ces destins était aussi en lien avec cette explosion et en lien avec tout simplement aussi une époque troublée et qui elle-même est complètement... qui projette ces gens comme ça, qui les jette sur les routes, qui les jette dans des tranchées. Enfin, vraiment, on a quelque chose où l'humain est malmené de manière absurde et jusqu'à dans des extrêmes. Et donc voilà, il fallait que le roman explose, et bon, avec des fils narratifs effectivement qui divergent, qui parfois se croisent incidemment, un peu comme dans la vie en fait. Mais la structure, j'ai pas eu à y réfléchir longtemps, je dirais qu'elle s'est imposée. Le thème, certains des sujets ont généré cette structure un peu particulière. Ouais. Et on entend toujours, les auteurs ont visiblement chacun une façon de travailler. Il y en a qui disent
quelquefois je me laisse porter, je connais pas forcément la fin, ou alors il y a un plan quelquefois très très établi. J'aimerais qu'Alan nous réponde là-dessus, parce que justement Harry, dont on a finalement on a fait qu'effleurer le portrait. On découvre son enfance, on le découvre dans son environnement, et on sait qu'on va le suivre pendant 12 mois. Donc, a priori, on espère qu'il ne va pas mourir au mois d'avril. Sinon, je ne sais pas comment on va faire pour arriver jusqu'au mois de décembre. Ou alors... Voilà, il prend des coups, ou alors Cooper va prendre une importance et on va avoir une grosse surprise. Mais est-ce que vous savez, voilà, c'est là où je veux en arriver justement, où vous allez, ou est-ce que vous vous laissez porter là aussi par l'existence même d'Harry, qu'il vous accompagne et qui fait partie de ces personnages. Les auteurs disent, voilà, ils me parlent et puis c'est eux qui m'emmènent. I sort of know what happens at the end, but I'm not quite sure how we get there. I think if I'm not a big planner, I kind of think if you plan out a book, it's going to be really boring to then have to write it, you know, because you've already kind of written it in your brain. So I think you have to let some characters you didn't think were going to be very interesting that become interesting, you have to space for them to do it, and vice versa. And you know, things you discover during your research can sometimes switch which way the narrative goes. So I prefer to be a bit looser about it, really. And I think, yeah, that's just the way I do it. People can do it different ways, but I've thought of planning out a novel like that and then just basically writing it out again just seems a bit nuts. But you know, it works for a lot of people. But so yeah, I kind of know what's going to happen, sort of, yeah. Alors, je sais en quelque sorte ce qui va se passer. Je connais la fin, mais je suis pas vraiment certain de comment je vais y arriver. Je connais pas le chemin en fait qui y mène. En fait, je planifie pas du tout mon écriture parce que pour moi, c'est quelque chose qui m'ennuie en fait. Si j'ai déjà tout planifié, après, quand je vais écrire, en fait, je vais trouver ça pas très intéressant. Par exemple, quand j'écris, je m'aperçois qu'il y a des personnages qui sont des personnages plutôt secondaires, et je vais leur laisser un peu plus d'espace et un peu plus d'espace dans le roman pour s'exprimer. Ou bien parfois, au cours de mes recherches, je vais m'apercevoir que tiens, il y a des événements ou des choses plus intéressantes dont je pourrais parler. Voilà, moi c'est comme ça que je fais. Bon, il y a des écrivains qui font ça différemment, mais c'est vrai que moi planifier un roman, je trouve ça un peu fou en fait. Et voilà, donc c'est pas quelque chose que je pratique. Il nous reste très très peu de temps puisque donc le maître du temps nous a fait signe. Est-ce que quelqu'un avait une question courte pour l'un ou l'autre des invités, quelque chose que vous vouliez vraiment leur demander maintenant, parce que vous pourrez de toute façon les retrouver à leur table tout à l'heure, ou pas du tout? Non. Bon, donc on va avant que Géraldine revienne nous faire des grands signes, plutôt s'arrêter là. Le temps est passé en fait assez vite, mais voilà, je vous invite forcément à découvrir leurs livres. Ils sont tous présents sur la librairie. Vous les retrouvez maintenant, on les envoie directement à leur table. Voilà, un rythme d'enfer. Et merci beaucoup à vous et merci à tous les 5 de nous avoir accompagnés. Et bonne lecture, surtout lisez-les.